C'est à vous pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je suis honorée et très heureuse ce matin de vous présenter en tant que rapporteur la proposition de loi visant à relancer l'organisation des voyages scolaires, qu'on appelle également classes de découverte, dans les écoles primaires, publiques et privées sous contrat. J'utiliserai d'ailleurs indifféremment les deux notions de voyage scolaire et de classe de découverte au cours de mon intervention. Les voyages scolaires évoquent pour chacun d'entre nous des souvenirs d'enfance que l'on garde toute sa vie et je suis heureuse que lors de cette commission, vous puissiez vous en souvenir vous-même. Ces voyages scolaires sont anciens. La première classe de découverte, une école de Moselle qui est allée dans les Vosges, a eu lieu en 1936. Une politique favorisée par l'emblématique ministre de la Jeunesse et des Sports de l'époque, Léo Lagrange. Au sortir de la guerre et jusque dans les années 80, ces séjours se développent essentiellement en montagne. C'est l'âge d'or des classes de découverte, de l'éducation populaire. Beaucoup de mairies communistes, en particulier, acquièrent des centres d'accueil et y envoient tous leurs élèves. Dans les années 80, l'éducation nationale développe à son tour une politique ambitieuse. Les classes de découverte se diversifient progressivement avec de nouvelles destinations et de nouveaux objectifs pédagogiques. Classes de mer, mais également classes organisées dans les territoires ruraux, classes qu'on appelle vertes ou de nature. Les bénéfices associés au voyage scolaire sont très nombreux pour nos enfants. Pédagogiques tout d'abord, personnel également aussi dans l'éveil des enfants et collectif dans la transformation des rapports humains au sein de la classe et l'apprentissage des règles élémentaires de vie en collectivité. Pédagogiques tout d'abord. Ils permettent l'acquisition de connaissances et compétences nouvelles, concrètes, pratiques, autour d'un cadre propice au développement de la curiosité de nouveaux savoirs. Les élèves pour lesquels le savoir théorique est plus difficile à intégrer peuvent se révéler au travers d'autres apprentissages et ça change aussi le regard des élèves les uns sur les autres. Ils sont souvent l'une des premières expériences des enfants loin de leurs parents en collectivité. C'est donc un premier pas vers l'autonomie et la confiance en soi qui permet à l'enfant de découvrir les règles de vie en collectivité. C'est fondamental pour leur socialisation. De l'avis unanime des enseignants, ces expériences vécues loin de l'école soudent une classe et renforcent les liens avec les professeurs. Parfois, ils permettent l'identification de situations de harcèlement ou de maltraitance. Les classes de découverte permettent aussi de réduire les inégalités sociales. Pour de nombreux jeunes, la classe de découverte sera l'occasion unique de découvrir un horizon différent du sien. C'est souvent la première expérience à la mer, à la montagne, en ville. Moi aussi, j'ai vu la mer. Moi, j'ai eu ma première étoile et je suis allée à la neige. On a vu la Tour Eiffel. Tout cela favorise l'estime de soi des enfants, la fierté, mais aussi l'intégration de valeurs républicaines. La France plurielle, c'est aussi leur pays. Malgré tous les avantages qu'ils procurent, les voyages scolaires sont aujourd'hui moins encouragés que par le passé et freinés par de nombreux obstacles. En 1995 puis 1998, 2 accidents tragiques qui causent la mort d'enfants et de leurs accompagnants ont mis un coup de frein au départ. Les textes du ministère de l'Éducation sont alors devenus progressivement plus contraignants. Le second point est qu'il est particulièrement difficile, si ce n'est impossible, de disposer de chiffres précis du ministère et donc d'être en capacité d'évaluer l'évolution des classes de découverte en nombre, en typologie et en nuitées depuis 30 ans. Malgré l'absence de chiffres, les acteurs de terrain, qu'il s'agisse des enseignants, des parents d'élèves ou des associations d'éducation populaire, alertent tous. D'une part, sur la tendance à la diminution du nombre de voyages scolaires, qui s'est accélérée avec le Covid, et d'autre part, les difficultés, les freins qui pèsent sur leur organisation. Parmi ces nombreux freins, 2 sont majeurs. Le premier est celui du financement des voyages scolaires. Le coût des classes de découverte a explosé ces dernières années, notamment en raison du transport, qui a connu une hausse de 50% en 3 ans. Le coût de séjour lui-même est aussi en augmentation, les centres d'accueil faisant face à une hausse importante de leurs charges, notamment énergétiques. Face à l'augmentation de ces coûts, il est de plus en plus difficile de tenir l'objectif impératif d'un reste à charge minimal pour les familles. Certes, les situations varient beaucoup selon les territoires, en fonction de la mobilisation des parents d'élèves au travers d'actions bénévoles et du soutien financier accordé par les communes, dont il faut saluer l'engagement important et ancien.
D'autres collectivités peuvent parfois participer au financement des voyages, c'est le cas des régions et des départements, mais cela est très hétérogène selon les territoires. Mais il est un acteur qu'on ne voit guère dans ce financement, c'est l'État. C'est problématique car l'absence de dispositif au niveau national nourrit les inégalités territoriales et l'inéquité entre les enfants en fonction de la commune où ils habitent. Les inégalités se creusent entre les enfants des territoires les plus riches et ceux des territoires les moins aisés, ou n'ayant pas une politique volontariste en la matière. Le second frein est celui de la charge administrative qui pèse sur l'enseignant organisateur et sur l'absence de reconnaissance et de valorisation de son travail. L'organisation d'un voyage scolaire nécessite de nombreuses heures de préparation pour constituer les dossiers administratifs, identifier le centre d'accueil, trouver des adultes bénévoles ou accompagnateurs, choisir un transporteur, demander des devis et préciser le projet pédagogique. À cette charge administrative s'ajoute de plus en plus un travail pour convaincre certains parents réticents. Pour des raisons culturelles propres aux familles, la réticence des parents à l'égard de ces séjours s'est accrue au fil du temps. Concernant la période du séjour en lui-même pour les enseignants, le temps de travail dépasse largement le cadre habituel. Ils encadrent les élèves dans la journée, le soir, la nuit, ils font des rondes, le mercredi également, alors qu'ils ne travaillent pas habituellement, et même parfois le week-end. Cela implique de lourdes responsabilités pour les enseignants et un sacrifice ponctuel sur la vie personnelle avec des contraintes pratiques très importantes, notamment trouver des solutions de garde et les financer pour leurs propres enfants. La réalité est donc aujourd'hui, les enseignants organisent ces voyages de manière totalement bénévole et mus par l'immense intérêt pédagogique qu'ils représentent pour leurs élèves. Dans ce contexte, si aucune action politique d'ampleur n'est conduite, on continuera d'assister à la diminution du nombre de voyages scolaires, à l'heure où ils sont plus que jamais nécessaires pourtant pour ouvrir l'esprit de nos enfants et leur faire partager les valeurs républicaines. Le gouvernement semble prendre conscience de ce problème. La circulaire du 13 juin 2023 marque un regain d'intérêt du côté de l'éducation nationale pour ces sujets. Des mesures de facilitation ont été initiées, comme le catalogue national des structures d'accueil et d'hébergement, ou encore la réduction du délai d'instruction des dossiers de 8 à 4 semaines, avec une décision qui doit désormais être rendue non pas par le directeur d'académie, mais par l'inspecteur de circonscription. Ces évolutions sont certes bienvenues, mais elles restent trop en deçà des enjeux. La circulaire énonce un objectif, je vous le cite. Tout élève, quel que soit son milieu d'origine, doit pouvoir bénéficier d'au moins un voyage scolaire au cours de sa scolarité obligatoire. Malheureusement, cet objectif n'est que trop rarement atteint. Il faut aujourd'hui se donner les moyens de nos ambitions et c'est précisément l'objectif de cette PPL. L'article 1er vise à soutenir financièrement les départs de voyages scolaires d'au moins 3 nuitées par un fonds national d'aide au départ des voyages scolaires. Nous consacrons ainsi dans la loi le principe d'un fonds pour financer les voyages scolaires. Cet article s'inscrit dans la complémentarité d'un amendement que j'ai présenté dans le cadre du PLF 2024, qui a été reconnu par le gouvernement et je l'en remercie. Cet amendement a abondé de 3 millions d'euros le programme numéro 230 Vie de l'élève de la mission enseignement scolaire pour le financement de ces séjours. S'il est difficile d'établir un chiffrage précis en l'absence de données du ministère, on peut considérer qu'il permettra une aide comprise entre 500 et 1 000 euros par classe selon le coût du séjour. L'article 2 vise à valoriser l'engagement des professeurs à travers une reconnaissance financière. Il instaure un mécanisme d'indemnisation des enseignants du premier degré qui préparent, organisent et participent au voyage scolaire. Par souci de simplicité, nous proposons que cette indemnisation s'inscrive dans le cadre du pacte enseignant. L'article prévoit donc que chaque enseignant chargé d'une mission d'accompagnement d'un voyage se verra attribuer une part fonctionnelle pour une mission complémentaire dans le cadre du pacte, ce qui correspond à 1 250 euros. Moi, je souhaiterais vraiment insister sur 2 points pour conclure. Un, c'est au cours de toutes les auditions qu'on a eues, des représentants des familles, des structures de l'éducation populaire, des syndicats enseignants. Tous ont été unanimes pour nous dire l'intérêt pédagogique majeur de ces séjours. Et je terminerai sur un propos un peu plus personnel. Quand j'étais petite, mes parents n'avaient pas le temps de nous emmener en vacances. Je n'avais jamais vu la mer. Et pour moi, c'était un complexe vis-à-vis de mes camarades.
Et la première fois où j'ai vu la mer, eh bien, c'est en Bretagne, dans une classe de mer. C'est un souvenir que je garderai évidemment à vie. J'ai vu tous les apprentissages que cela m'a permis et j'ai pu corriger une blessure que j'avais. La deuxième chose, c'est que j'étais fille de moniteur de ski et j'avais la chance de pouvoir, avec mon papa, aller remettre les médailles et les étoiles à des jeunes qui venaient des villes de Colombes et de Sannois. Des enfants qui étaient très différents de mon milieu culturel. Ils n'avaient pas la même couleur que moi, ils n'avaient pas la même culture que moi. Et je voyais dans leurs yeux une telle fierté, une telle joie au moment de la remise de ces médailles, que c'est resté inscrit dans ma vie, et je crois que ça a fait naître quelque chose sur la valeur républicaine, les valeurs républicaines et le partage qu'on doit avoir sur l'amour de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, fondamentale, j'ai souhaité porter cette PPL. C'est pour tous ces enfants-là, quand j'ai vu et quand je continue à voir la joie dans leurs yeux. Enfin, je souhaite remercier les administrateurs qui m'ont accompagnée, qui ont fait un travail formidable. Anthony, Clémentine et la jeune Ayam, qui est en stage de 3e avec nous. Voilà, je vous remercie.